L'Afrique doit s'unir avec l'armée il y a longtemps déjà, Kwame Nkrumah. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans après, le continent est toujours à la recherche de ses marques. Même que 20 ans après le « À quand l'Afrique » de Joseph Kizerbo, notre continent n'en peut plus de rechercher les voies de sa solidarité séculaire, de son hospitalité légendaire, de ses valeurs ancestrales. Comme aujourd'hui en Tunisie, où des Africains ostracisés par le discours politique sont devenus des étrangers pour d'autres Africains. Une situation au cœur de cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité avec à la barre des convoqués Ismaël Diallo, ancien député, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies et conseiller spécial avec rang d'ambassadeur à la présidence du Faso entre 1992 et 1996. Bonjour Monsieur Diallo, merci d'avoir accepté notre convocation. Bon, je ne sais pas si c'est bon d'être convoqué à un tribunal, mais enfin, le voici, on verra bien. Ce sont les faits qui sont jugés, donc vous n'avez pas de crainte à avoir. En face de vous, pour le moment, j'ai le juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour Inoussa Ouedraogo. Bonjour Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité et sur la télé interactive Truth TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques et place à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges entre coups de cœur, cris de cœur et interpellations. Les juges du tribunal de l'actualité vous livrent chaque jour dans cette séquence leur regard sur certaines graines du chapelet et de la vie. Et c'est Inoussa Ouedraogo qui s'y colle aujourd'hui en premier. Merci Président. Président, vous savez que les Burkinabés, leur destination préférée, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. 68,6% des Burkinabés qui sortent du pays, disons, vont beaucoup plus sur la Côte d'Ivoire. C'est un chiffre assez important quand même. Et suivi donc. Si on fait d'histoire. Absolument. Suivi donc du Mali. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Mali que nous préférons. 6,7% des Burkinabés qui sortent donc vont vers le Mali, et suivi ensuite du Ghana. Ce sont des chiffres donc de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Et ces chiffres nous apprennent aussi qu'après ces trois pays, donc, où près de 80% des Burkinabés s'y rendent, notre destination préférée après ces trois pays, c'est les États-Unis. Et après les États-Unis viennent maintenant la France. Donc ce sont les 5 pays que préfèrent les Burkinabés. On se rend compte donc, comme je le dis, que 80% des Burkinabés qui sortent du pays, ils sont estimés à environ 300 000 à peu près qui quittent le pays chaque année. Ces 80%-là donc se retrouvent dans la sous-région ouest africaine, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Ghana. Ça veut dire donc qu'il est très important pour le Burkina de travailler donc à une parfaite entente avec ses voisins, parce que en général les Burkinabés restent à côté de leur pays. Pourquoi ils restent, je ne sais pas, peut-être que ça sera l'occasion d'un prochain avant-propos, mais c'est bien que ces chiffres soient rappelés pour que nous apprenions véritablement à vivre avec nos voisins, à travailler, même s'il y a des mésententes par moment, à faire en sorte donc que nous demeurons à leur côté et que nous travaillons donc en parfaite intelligence afin donc que nos populations qui y vont vivent également en intelligence parfaite avec ces populations hautes-là. Alors, objet d'un prochain avant-propos et pourquoi pas objet d'une prochaine convocation de ce tribunal pour voir un peu comment les Burkinabés sortent de leur pays et pourquoi ils sortent. Et comment ils reviennent et pourquoi ils reviennent et ce qu'ils apportent concrètement au développement du pays, parce que je sais que les Burkinabés sont très attachés à leur pays où qu'ils se trouvent, que ce soit à côté de leur patrie ou aussi loin par-delà les mers. Juge Geoffroy Mara nous a rejoint. Bonjour juge Geoffroy Mara. Oui, bonjour Président. Je m'excuse déjà pour le léger état.
Oui, gérer les affaires. Pour gérer les affaires en ce temps de FESPACO, c'est pas toujours évident. Et alors, dans la foulée, on va vous demander un avant-propos. Merci. J'ai dit bonjour aussi au juge Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mon avant-propos va nous conduire dans la boucle du Moun avec l'inauguration, c'était jeudi, de la gare routière qui se trouve à Dédougou. Et c'est un joyau, comme on sait un peu les gares dans notre pays, très souvent ça rime un peu comme marché à anarchie. Donc c'est l'autorité qui à chaque fois pense à trouver donc un espace où ces opérateurs économiques, parce qu'il faut les appeler comme ça, arrivent à travailler dans des conditions qui soient quand même les plus intéressantes. Et pour ce qui est de Dédougou, lors de l'inauguration, il y a eu déjà des gorges chaudes parce que certains transporteurs disent n'avoir pas été associés au projet et donc ils ont commencé à rejeter l'infrastructure en elle-même, poser un certain nombre de problèmes relativement à sa réalisation parce que, disent-ils, ils n'ont pas été associés. Alors que soutient la mairie, soutient les autorités, il y a eu un long processus pendant lequel les transporteurs ont eu le mot à dire, où ils ont été convoqués et où ils ont eu à donner ce qu'ils pensaient. Donc, ils sont un peu surpris. Mais c'est la vérité aussi de dire qu'on est confronté à ces réalités-là très souvent. Même à Ouagadougou, c'est pareil. C'est-à-dire, vous criez, vous voyez comment est-ce que des marchés à proximité de voies finissent par obstruer la voie. Vous voyez comment des gares, on préfère quitter la gare et se mettre directement sur le bas-côté de la route et quelquefois occuper même la route parce que c'est plus facile d'appâter ici et maintenant le potentiel client et tout. On est un peu dans cette démarche et ça donne toujours l'impression de l'anarchie. Et l'impression encore quand j'emploie ce mot-là, c'est pour être doux. Sinon, c'est une anarchie. Et chaque fois que vous créez ces espaces-là, l'acteur premier qui devrait le saluer et qui devrait le mettre en valeur trouvera le moyen de dire c'est pas bon parce que ceci, parce que cela, parce qu'il préfère aller au bas côté de la voie. Là-bas, il peut aider rapidement le passant et lui dire viens monter dans mon camion, on va partir. Mais si tout le monde va fonctionner comme ça ne va pas marcher. Donc je pense que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Et puis comprendre aussi quelquefois les dynamiques dans lesquelles on ne peut pas continuer comme on fait habituellement. Il faut copier ce qui est bon ailleurs, il faut s'inspirer de ce qui est bon et quand c'est comme ça, il faut aussi accompagner. Il suffit de mettre la discipline. Si vous êtes à une gare, celui qui veut se faire transporter viendra à la gare. On n'est pas obligé de venir chercher les gens sur les voies. Donc c'était mon avant-propos. Ça concernera les marchés, ça concernera aussi les gares routières et beaucoup d'autres initiatives qui sont faites pour des acteurs qui très souvent ne sont pas forcément intéressés. Et cela concerne en réalité le changement de comportement que nous devons tous avoir. On prône le changement, on veut le changement, mais on ne veut pas se changer soi-même, on ne veut pas changer nos petites habitudes. Mais, pourtant, on est bien conscient qu'elles ne sont pas bonnes, ces habitudes-là. C'était la séquence avant-propos des juges pour cette audience du tribunal de l'actualité. C'est aussi la première articulation de cette session qui cède maintenant de la place à la fenêtre des généralités avec quelques questions de routine à notre convoqué du jour. Je sais que l'actualité franco-africaine s'invitera dans le débat tout à l'heure, donc peut-être que cette fenêtre des généralités nous offre l'opportunité d'en parler. Notre convoqué du jour, c'est Ismaël Diallo. Il est ancien député et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Question de généralité, Inoussa Bellarbo. Oui, merci Président. Effectivement, question de généralité. On a vu le Président Macron s'adresser certes aux Français, mais pour parler des Africains. Et il a envie donc d'avoir une relation différente avec les Africains. Il parle d'écoute, d'humilité, etc. Qu'est-ce que ce type de discours vous inspire? Ismaël Diallo. Je souris parce que c'est du déjà vu. Peut-être que pour les Français, c'est un discours extraordinaire. Mais pour des gens de ma génération, il n'y a rien de nouveau. Il y a un aveu, oui, de la part du président français, que son pays doit changer de comportement vis-à-vis de l'Afrique dite francophone. Il y a eu beaucoup de mots humilité dans son discours. Mais il faut attendre de voir.
En 1981, quand le Parti socialiste a gagné les élections, vous vous rappelez que Jean-Pierre Cot a été ministre de la Communication et il a dit qu'il fallait mettre fin immédiatement à la France-Afrique. Ministre de la Coopération. Qu'est-ce que j'ai dit? Communication. Coopération, pardon. Qu'il fallait mettre fin à la France-Afrique immédiatement. Et je ne crois pas que ce monsieur soit resté même 3 mois au gouvernement français. La France-Afrique a eu raison de lui. Donc, il faudra au moins 2 générations en France pour que les Français cessent de nous regarder de haut et cessent de se comporter comme des tuteurs. Parce qu'en vérité, les Français aujourd'hui, ils ne pensent même pas que nous avons besoin d'eux. Pour eux, c'est un fait, c'est naturel. Nous sommes de grands enfants et ils doivent continuer de nous tenir la main. Vous avez vu peut-être à TV5 Monde, Info, un des titres était « Le président Macron en visite périlleuse de reconquête en Afrique. » Reconquête. Alors, que les médias français se permettent encore de parler comme ça, alors qu'on voudrait changer la donne, ça prouve que c'est inscrit dans leur gène, dans leur ADN, qu'ils sont supérieurs et que nous avons nécessairement besoin d'eux. Alors, il faut attendre de voir. Mais, à la décharge du président Macron et des Français, je dirais que cette situation perdure par notre faute. C'est nous qui acceptons qu'on nous regarde de haut. C'est nous qui acceptons qu'on nous dit ce qu'il faut faire. Permettez-moi de donner une petite anecdote. Dans notre pays et dans certains pays autres, vous demandez à un taximan où se trouve le PNUD, il va vous le montrer tout de suite. Où se trouve la Banque mondiale, il va vous le montrer. Demandez-lui où se trouve le ministère correspondant, il ne saura pas. Le ministère qui travaille avec cette institution des Nations Unies, il ne saura pas vous dire. Parce que nous avons laissé ces institutions prendre le dessus sur nous-mêmes. On ne dit plus, ou est-ce qu'on n'a jamais dit, projet burkinabé appuyé par le PNUD. On dit projet PNUD. Ce qui n'est pas le cas. Un représentant d'une des agences des Nations Unies m'a dit être arrivé à Kigali il y a quelques années. Et quand il a été reçu par le ministre, il a commencé à dérouler la liste des activités à venir, des projets à venir. Le ministre rwandais l'a écouté très poliment. Quand il a fini son exposé, le ministre lui a dit « Rangez tout ça. Vous êtes ici pour nous accompagner, pour faire ce qu'on vous demande, pas pour nous dire ce que vous allez faire. » C'est comme ça que ça doit marcher. Malheureusement, c'est de notre faute que ce soit les Français ou les Arabes ou les autres nous regardent de haut. C'est de notre faute. C'est de notre faute, dit notre invité du jour. Oui, Geoffroy Vara, peut-être une question de généralité. On est dans les généralités. C'est vrai qu'on a parlé de la coopération et de la réalité avec la France. L'autre sujet qui est aujourd'hui sur la table et qui est fortement commenté, c'est la dynamique de comment ils appellent, le fédéralisme qui est défendu par le Premier ministre. Et même lors de la dernière rencontre, parce qu'il y a une bonne délégation malienne qui est là, le mot est encore ressorti chez le Premier ministre. Comment est-ce que vous le voyez dans la dynamique, dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que c'est porté par des transitions, et puis la réalité de sa possibilité? Vous savez comme moi que l'idéal du panafricanisme et de l'unité date de longtemps. Marcus Garvey a été un des porte-parole, un des grands artisans de cette idée, suivi par Kwame Nkrumah. Je me rappelle que quand nous étions au lycée Zenda et que Kwame Nkrumah devait venir à Ouaga en visite officielle, à 4 h du matin, nous étions à l'aéroport pour attendre Kwame Nkrumah. Et nous nous rappelons également que le président Maurice Yameoko et Kwame Nkrumah ont été à la frontière Haute-Volta, Ghana.
il y a des piquets qui avaient été dressés pour marquer la frontière. Les deux présidents, de leurs mains, avec des pioches, ont cassé ces piquets pour dire qu'il n'y a plus de frontière entre la Haute-Volta et le Ghana. Quelle est la plus grande marque de l'union que celle-là? C'était extraordinaire. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Et il n'y a pas eu de suite, cela vous étonnera peut-être, mais les freins viennent plus de ce qu'on appelle la classe politique et l'intelligentsia que des populations rurales. Elles, au contraire, elles ne demandent pas mieux. Alors, voilà le problème. En ce qui concerne le Mali et le Burkina, maintenant, pour la fédération, qu'on me pardonne de suggérer que l'idée est bien entendu excellente, mais la démarche est un peu hasardeuse. Je crois que pour une question aussi sérieuse, il fallait garder le silence, se rencontrer à plusieurs niveaux, être sûr de sa feuille de route et des étapes d'évaluation avant de le rendre public. Parce que l'idée germe, et on le dit tout de suite tout haut, il y aura toutes les manigances pour stopper cette initiative. On l'a déjà entendu de certains pays. Et puis, apparemment, l'idée n'a pas été bien mûrie avec la Guinée. Parce qu'on a entendu beaucoup de Guinéens, et pas des moindres, remettre en cause cette idée. Alors, il fallait donc peut-être simplement dire Mali-Burkina, et puis réfléchir. Mais j'aurais été aux affaires que j'aurais donné priorité au Ghana, parce que le Ghana n'a pas d'excuse de ne pas vouloir l'union et l'unité. Il n'a pas d'excuse. Il lui serait difficile de dire non. Le Ghana posera peut-être des conditions. Oui, vous auriez voté Ghana, ça serait à la place de quel pays? De la Guinée? Oui, Ghana d'abord, et puis peut-être après le Mali. Mais la Guinée, c'est un peu plus loin que nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Je suis d'avis de créer l'union tout de suite. Mais là aussi, j'avoue que je parle de l'union de l'Afrique au sud du Sahara. Pas toute l'Afrique. Alors, donc, l'idée est excellente, mais j'ai peur qu'un régime de transition puisse asseoir cette idée et qu'elle perdure après les élections. Je doute. Mais je le souhaite infiniment. J'ai fait des propositions à trois présidents avant ce régime de comment s'unir avec d'autres pays. Ça n'a pas prospéré, mais c'est comme ça. Pourquoi le Ghana pour vous avant le Mali? Le Ghana, parce que je pense que le Ghana est le prolongement le plus naturel du Burkina. N'oublions pas que l'ethnie Mossi vient du Ghana. Et ils sont quand même une majorité de la population. À cela, encore une autre petite anecdote. Blaise Compaoré me racontait une fois qu'à Tinkodogo, il y avait une grande cérémonie et la délégation ghanéenne est arrivée, conduite par un ministre. Et Blaise, pour plaisanter, a dit au ministre, on va parler en quelle langue? Parce que moi, je ne parle pas français, je parle pas anglais. Il plaisantait. Et le ministre ghanéen lui a répondu à Moré. Alors, donc, pour moi, c'est le prolongement le plus naturel. Peut-être même plus naturel que la Côte d'Ivoire, avec le Burkina. Et en plus, il y a l'avantage d'avoir un accès à la mer. Ok. Et encore une fois, je m'excuse de le redire, mais encore une fois, on ne ferait que rentrer dans les pas de Maurice Yamengo et de Kwame Nkrumah. C'est-à-dire revenir sur les fondamentaux, revenir sur ce qui était et ce qui devrait être, et dont on s'est écarté depuis ces indépendances, ça fait plus de 62 ans maintenant. Nous rentrons dans le vif de notre sujet de ce jour, cible de discrimination diverse en Tunisie. Les personnes d'origine subsaharienne ne savent plus à quel saint se vouer dans ce pays du nord de l'Afrique. Depuis quelques jours, en effet, les personnes à la peau noire sont visées en Tunisie par des arrestations, expulsions des hébergements, agressions, licenciements sans préavis. Une véritable chasse à l'homme encouragée par la rhétorique gouvernementale. Comment voyez-vous cette situation, Ismaël Diallo?
Encore une fois, là, j'ai la faiblesse de dire que je ne suis pas étonné du tout. Je ne suis pas étonné du racisme des Arabes, du racisme d'autres. Ça a toujours été ainsi. Ils ont créé l'esclavage et la traite des Noirs pendant 13 siècles. 13 siècles. Pas pendant un siècle ou pendant 200 ans. 13 siècles. Il y a eu 17 millions de Noirs amenés de force dans les pays arabes. Aujourd'hui, ils sont combien? Très peu. Et pourquoi? Parce qu'on a émasculé les hommes. On les a rendus eunuques. En comparaison, il y a eu maximum 11 millions d'Africains déportés dans les Amériques et les Caraïbes, contre 17 millions dans les pays arabes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer le nombre de Noirs dans les pays arabes et le nombre de Noirs dans les Amériques et dans les Caraïbes. Parce que là-bas, on n'a pas émasculé les Noirs et les rendre des eunuques. Alors, je ne suis pas étonné. Ce qui m'a quelque peu surpris, c'est que ces propos viennent d'un chef d'État et du président de la Tunisie. La Tunisie qui est regardée un peu comme un des pays arabes assez proches de l'Afrique. Mais je suis content qu'il l'ait dit, parce que ça va rappeler à beaucoup d'Africains comment on les regarde d'ailleurs. Et qu'il faut cesser de dire mon frère, quand on parle de gens qui sont d'ailleurs. Et là aussi, j'aurais été aux affaires que j'aurais proposé des réactions très fortes, très fortes, de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'Union africaine a fait un communiqué dénonçant cela. Et puis après, à la prochaine réunion de l'Union africaine, la Tunisie viendra, prendra son siège et discutera comme tout le monde. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut leur faire comprendre que les temps ont changé et qu'ils ne peuvent pas proférer, ils ne peuvent pas continuer à manifester leur racisme sans risque. Il faut leur faire comprendre que les temps ont changé. L'Union africaine a produit un communiqué, mais ce qui a mis justement le feu aux poudres, c'est cette sortie du président tunisien Kaïs Saïed, qui a dit en substance qu'un arrangement, je le cite, un arrangement criminel est préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, avec pour objectif, indique-t-il, de transformer la Tunisie en un pays africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique. Inoussa Ouedraogo. Oui, ce que le président tunisien a dit est triste, mais son propos aussi est révélateur de ce que nous sommes en train de reculer en matière donc d'intégration africaine. Parce que quand on sait qui a été Bourguiba et ce qu'il a pu apporter comme contribution au panafricanisme, on est étonné que ce soit dans son pays que ce genre de choses-là se passe. Moi, je souhaiterais que notre invité nous explique comment se fait-il que plutôt qu'on avance vers l'intégration, vers l'unité, on a le sentiment que plus l'Afrique progresse, plus le sentiment nationaliste de repli sur soi ne fait que se confirmer et prendre de l'espace. Il est connu que quand un pays a des difficultés qu'il n'arrive pas à résoudre, le pouvoir généralement trouve des boucs émissaires. Et dans le cas de la Tunisie, le président tunisien s'est cru intelligent de trouver comme bouc émissaire les Noirs. Il a dit les Africains par politesse. En réalité, il pense les Noirs. Résultat, il y a des manifestations anti-noirs et anti-africaines noires en Tunisie depuis son discours. Ils sont chassés des appartements qu'ils occupent, les loyers, bref. Alors, ça ne m'étonne pas que cela arrive. Il faut trouver un bouc émissaire et c'est tout trouvé. Ce sont les Noirs qui apportent ceci, qui apportent cela. Et c'est triste de voir que les gens n'apprennent pas. Ce monsieur qui a un certain âge, qui a été prof d'université, etc.,
devrait vraiment se mettre au-dessus de toutes ces mesquineries. Et de pouvoir... Et en plus, je n'ose pas dire qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays. Mais la Tunisie était une terre noire, d'abord. Avant que les Arabes arrivent, ils sont venus d'ailleurs. Ils ne viennent pas de Tunisie. Alors, donc c'est même contredire l'histoire et déformer l'histoire. Et là encore, je reviens sur la même chose. Ça va continuer si nous ne réagissons pas. Et je doute que nous réagissions. Je doute. Je doute qu'il y ait un chef d'État qui dise dorénavant, je veux savoir combien de Tunisiens sont dans mon pays. Quels sont ceux qui sont en position irrégulière? Ils prennent l'avion dans les 72 heures. Quels sont ceux qui sont en situation régulière? Dans quelles conditions? Est-ce qu'ils sont des résidents permanents ou est-ce qu'ils sont des résidents contractuels? Ainsi de suite. Il faut être très... S'il y a Air Tunis qui venait dans mon pays, je dirais, je ne veux plus voir Air Tunis. Tunis Airlines. Il y a des mesures. Et j'enverrai une correspondance à la CEDEAO pour dire qu'il faut envoyer une lettre, une réponse de how you call it? Bref, un refus catégorique que la Tunisie prétende entrer à la CEDEAO. Et ainsi de suite. Et à l'Union africaine, je demanderai que sa participation soit suspendue. Tout. Mais bien entendu, vous n'aurez aucun Africain noir qui va dire ça, il va dire ah c'est excessif, c'est excessif. Après on s'étonne. N'est-ce pas justement excessif? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement des valeurs qu'on veut prôner en critiquant cette attitude de la Tunisie, ces valeurs anti-solidarité, anti-hospitalité africaine justement? Si les autres pays se mettent à faire cela, donc ils s'inscrivent dans le creuset tracé par la Tunisie. Je crois qu'il est temps que nous remontions la pente. Il est temps qu'on commence à se faire respecter. Ça commence par là. Quand on se sera fait respecter et que les gens cesseront de nous voir de haut, en ce moment, on pourra se permettre de dire, bon, il ne faut pas être excessif. Mais là, je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il faudrait être plus civilisé que les autres, pourquoi il faudrait être... plus séant que les autres, je ne vois pas pourquoi. Il faut répondre la violence verbale par la violence verbale. Le monde est fait de forts et de faibles. Il ne faut pas se faire d'illusions. La fraternité n'existe pas. C'est à nous qu'on a fait croire ça. Les religions, et tout ce qu'on nous a appris. Et c'est pourquoi nous sommes au bas de l'échelle mondiale. C'est pour ça que nous sommes au bas de l'échelle mondiale, nous dit notre invité de ce jour, Ismaël Diallo, ancien député, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Geoffroy Vara. Oui, merci Président. C'est vrai qu'on parle ici de la Tunisie, d'autant plus que c'est quand même le président qui tient ses propos assez graves, mais c'est pas la première fois. Là, ça concerne le monde arabe. On a vu même en France, avec quelqu'un comme Zemmour, qui n'était pas loin de cette démarche-là. C'est-à-dire que la théorie complotiste du grand, comment on appelle ça, le grand remplacement, où le grand remplacement qui a commencé en France à être, avec Camus qui avait commencé à être très très prêché, et puis avec quelqu'un comme Zemmour qui tentait de le mettre au cœur même du débat français, si ce n'est que cela a été réussi, puisque c'est un peu c'était un peu un fonds de commerce. Et quand on parle de grand remplacement, pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si ils voient une Europe où elle est de plus en plus vieille, on a des immigrés qui viennent, qui sont très féconds et qui risquent petit à petit d'être plus nombreux, et pour ces Européens qui se disent être de souche, se retrouver minoritaires dans leur propre pays, et donc voir leur culture se phagocyter un peu. C'est pas loin de ce que dit aussi Saïd quand on l'écoute. Pourquoi cette façon de voir du noir qui dérange chaque fois quand il vient, alors qu'on va le chercher? Les Noirs, africains surtout, sont ceux qui connaissent le moins leur histoire. Les autres savent d'où vient le noir africain. Ils savent qu'il était à l'origine d'énormément de choses. Et ils savent que dans la roue de l'histoire, ces derniers 17, 18, 19 siècles, le noir a commencé à dégringoler.
pour se retrouver, je l'ai dit, au bas de l'échelle mondiale. Mais ceux qui, depuis quelques siècles, traitent avec le noir, traitent en position de dominant. Et ce n'est pas vrai que le noir s'est laissé dominer. C'est une question de rapport de force, encore une fois. Et nous continuons de nous tromper en pensant que la paix ne se gagne pas par la force. On dira, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises. Quand je dis ne se gagne pas en dehors de sans la force, ça veut dire qu'il faut que celui qui est en face de vous vous respecte d'abord, avant de discuter avec vous. Le président Macron l'a reconnu hier dans son discours. Il a dit, nous traitons avec les Africains de manière condescendante. Il faudrait que nous changions. Il faudrait que nous cessions de leur dire ce qui est bon pour eux. C'est le président français qui l'a dit. En dehors de Idriss Déby qui l'a dit, Idriss Déby, Itno qui l'a dit au cours d'un débat avec Alain Foka, combien de chefs d'État africains parlent crûment du comportement de la France et d'autres? Ah, oui, le président Kagame le fait. Mais combien d'autres? Simplement parce que, encore une fois, nous nous imaginons qu'il faut être poli, il faut être courtois, il faut être décent. Il faut montrer qu'on est à la hauteur de toutes les civilisations, en n'usant pas de vocabulaire, d'insultes et tout ça. Oui, alors continuons de le faire. Dans 200 ans, dans 500 ans, non seulement nous resterons au bas de l'échelle, mais nos pays seront réoccupés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nos pays seront réoccupés. Quand il y aura la guerre de l'eau, quand il y aura la guerre des terres, eh bien, ils ne vont pas se poser de questions s'ils ont le droit de revenir ou non. Puisqu'ils savent que, comme Gbagbo dit, il n'y a rien en face. Gbagbo dit, il n'y a rien en face. Le problème de fond, donc, Ismaël Diallo, c'est le problème de la migration, c'est ces migrants irréguliers. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup en Tunisie. Selon les chiffres officiels, on parle de 21 000 ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne. Et certaines ONG locales parlent plutôt de 30 à 50 000 personnes, mais c'est une population qui fournit une main-d'œuvre peu chère et consommatrice dont tout le monde profite et même souvent abuse. Bon, on s'est tué sur un problème. Aujourd'hui, on veut ressortir ce problème-là pour en faire le problème de la Tunisie et le problème à chasser tout le monde. Justement, comme disait juge Inoussa Ouedraogo tout à l'heure, ça nous met en porte-à-faux finalement avec nos valeurs et notre bonne vieille solidarité et hospitalité. Alors que vous prônez qu'il y ait de la réciprocité. Oui, je le prône. C'est comme quand le gouvernement français avait, dans les années 80, remis en place les visas de certains pays. Vous savez qu'avant, on ne payait pas, on ne prenait pas de visa pour aller en France. Mais quand ils l'ont réinstitué, moi j'ai dit au président Sankara, faisons la réciprocité. Voilà le problème. Mais de préférence, faisons-la avec d'autres pays, mais pas seul. Le président Sankara a contacté d'autres chefs d'État. Il n'a eu aucune réponse positive. Alors, il était obligé de laisser les choses en l'état. Donc, oui, il y a... Je suis content d'entendre que l'ambassade du Burkina en Tunisie a contacté tous nos compatriotes pour dire qu'elle va faciliter le retour au pays volontaire. C'est une excellente chose. Et je souhaite que beaucoup d'autres pays africains noirs fassent la même chose. Jusqu'à il y a plusieurs pays qui sont inscrits dans cette dynamique. Tant mieux. Je n'ai pas répondu directement à l'exemple que vous avez donné, M. Vahad, juge Vahad, de ce Français-là. Je ne vais même pas prononcer son nom, parce que je n'aime pas m'associer à des crapules de ce genre. Mais parce qu'il en fait un fonds de commerce. C'est tout. Tout comme d'autres personnes, d'autres Africains comme Kémy Séba et d'autres, font de ça un fonds de commerce.
Ce n'est pas... et avec ça, vous avez bien sûr des jeunes qui les adulent, qui sont prêts à les porter de l'aéroport jusqu'à leur hôtel. Mais bon, c'est normal, hein, il faut du tout pour faire un monde. Il faut des gens intelligents, il faut des imbéciles. Il faut du tout pour faire un monde. C'est une situation qui impacte aussi donc le Burkina et les Burkinabés. Il nous savait Draogo. Le gouvernement prend des mesures pour que cette situation soit moins impactante pour les Burkinabés et donc a initié, comme l'a dit notre invité, des retours volontaires pour ceux qui le souhaitent. Oui, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on sait qu'assez souvent nos compatriotes qui se retrouvent dans ces pays-là sont assez souvent laissés à eux-mêmes. Assez souvent, ils ne se rapprochent des ambassades que quand ils sont dans des difficultés. Et assez souvent, pour ce qu'on a pu voir ces dernières années, nos ambassades étaient très peu, en tout cas soucieuses. On a vu le cas en Turquie, il n'y a pas trop longtemps, très peu soucieuses de ce que deviennent les Burkinabés dans ce genre de situation. Donc voir que notre ambassade a été très réactive, c'est vraiment une bonne chose et j'espère effectivement que ces Burkinabés-là iront vers cette ambassade et que ils retourneront volontairement chez eux ou à défaut en tout cas ils iront dans d'autres pays beaucoup plus accueillants, beaucoup plus humains. Mais moi je pense que c'est une situation passagère et que très rapidement les autorités tunisiennes vont se ressaisir parce que je ne pense pas que ce soit l'ensemble des Tunisiens qui rejettent systématiquement ces Africains noirs-là. On l'a vu aussi en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps, quand nos autorités font face malheureusement à des situations économiques difficiles et à des contestations à l'interne, ils ont toujours tendance à remettre ça sur le dos de ces émigrés-là et c'est très dommage. Et pendant longtemps, effectivement, je crois qu'on a inoculé en l'Africain cette sorte de petitesse, de larbinisme, d'agenouillement au point où aujourd'hui, un peu partout, nous sommes devenus la risée du monde, aux États-Unis, en France, dans les pays arabes, un peu partout, l'Africain noir est considéré comme un sous-homme et effectivement, il nous appartient à un moment donné de prendre conscience, de travailler surtout à l'éducation de nos populations, à les rappeler leur histoire et à faire en sorte que nous n'ayons pas honte de notre histoire, que nous n'ayons pas honte de d'où nous venons, mais surtout il nous faut travailler à créer des espaces économiques viables pour faire en sorte que la plupart de nos parents qui partent vers l'extérieur ne partent pas se retrouver comme des sous-hommes, mais quand ils partent, qu'ils puissent apporter leur contribution à l'économie de ces pays-là, afin donc qu'on puisse avoir plus de considération pour eux. Et cela aussi passe justement par la capacité de nos autorités à donner de la voix, à appliquer la réciprocité quand ce genre de situation arrive. Donner de la voix, appliquer la réciprocité quand ces questions arrivent sur le terrain. Il y a quand même des réactions africaines, il y a celle de l'Union africaine dont on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de réactions, de protestations, d'indignation par rapport à cette situation, Geoffroy Avara, mais il y a aussi la réaction de l'Union africaine. Oui, mais en même temps, pour moi, les réactions, tout à l'heure, notre convoqué du jour disait cela, si c'est pour condamner, et puis après, vous venez, il est autour de la table, après avoir dit ça, avec ceux qui l'a heurté, comme si de rien n'était, il y a un problème. Maintenant, quand on regarde au fond, je me dis, est-ce que Kayed Saïed n'est pas en train de déplacer son problème? Je m'explique. Quand on prend le cas de... On va prendre même... Parce que j'ai pris le cas français tout à l'heure. On sent cette haine qu'il y a vis-à-vis du noir de la part de certains Français et qui sont vraiment devenus nombreux. Alors que quand on regarde dans les chiffres, la France en matière d'immigration dans son espace européen, c'est 10%.
ils sont loin derrière l'Allemagne et l'Espagne. Mais il n'y a pas ce même sentiment-là dans ces pays, ressenti avec la même hargne et la même férocité. C'est pas la même, donc on ne comprend pas. Et quand vous regardez, même cette immigration en Europe, en France précisément, c'est 46% qui viennent du continent. Le reste, c'est Asie, Europe même et autres. Mais ça, ils n'en parlent pas. Maintenant, et quand vous regardez aussi, c'est comme le concept de l'utilité marginale. Un verre d'eau, c'est bon. 2 verres d'eau, c'est pas mal. 3 verres, arrivé au moment donné, quand ça devient une barrique, ça devient une punition. Donc, peut-être il y a certains qui le ressentent comme ça, juste aussi parce qu'ils ont des dirigeants qui n'arrivent plus à donner les bonnes réponses à leurs problèmes. Puisque quand on regarde cette France aussi économiquement, ce n'est plus la France d'avant. On revient au cas tunisien. Mais Kais Saïed aussi, il est dans d'énormes problèmes. Quand vous regardez, c'est un taux d'inflation qui il n'y a pas longtemps était déjà à 2 chiffres, plus de 10. Une balance, comment on appelle, commerciale qui est déficitaire, qui s'est creusée à plus de 40%, alors que le pays continue quoi? Il continue de subventionner certains produits qui sont des produits dits de première nécessité, qui sont identifiés tels. Pain, jusqu'au carburant même, et encore l'électricité et tout. On vous dit que le carburant là-bas coûte moins cher qu'en Afghanistan, des pays qui sont producteurs de pétrole. Donc vous comprenez l'effort surhumain que fait l'État pour pouvoir importer et nourrir sa population. Donc à un moment donné, le nombre de bouches, on commence à compter et puis on dit, bon toi, d'ailleurs même tu n'es pas d'ici, peut-être que tu peux nous alléger. Et puis n'oublions pas que le Fonds monétaire international avait demandé à la Tunisie de revoir notamment ses nombreuses subventions avant de se faire accompagner. Mais s'il faut revoir la subvention, alors que vous savez l'histoire de la Tunisie avec la question du pain, on ne touche pas. Et beaucoup d'autres produits. Les Tunisiens, ils sont attachés. Et qu'est-ce que, moi je pense, c'est ce que Kais Saïed est en train de faire. Il est en train de diminuer le nombre de bouches à nourrir. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Et en même temps, il déplace un problème parce qu'il a gelé les pouvoirs de son Parlement, il a renvoyé son Premier ministre comme il veut, il a pris un autre gouvernement et il continue de gérer le pays par, comment on dit, par ordonnance. C'est la réalité de la Tunisie aujourd'hui. Donc les Tunisiens sont vraiment remontés contre sa gestion. Maintenant là, il est en train de faire il est en train de donner un genre de discours qui est facile à prendre pour des populations et qui se montre, qui trouve un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est l'Africain noir. Et le discours, il sort de la bouche du président lui-même. Et c'est la question que j'allais justement retourner à notre convoqué du jour. Est-ce qu'à la fin, le fond, c'est pas du politique qui cherche à se sortir des problèmes dans lesquels il est, auxquels il n'arrive pas à apporter des solutions? Quand on prend le cas de Kais Saïed, depuis qu'il est là, ça ne va vraiment pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de déplacer son problème, créer pour les Tunisiens un genre de bouc émissaire? S'il est en train de déplacer le problème et trouve les Noirs africains comme bouc émissaire, c'est parce qu'il se dit ou il est convaincu qu'il y a un substrat, un fond réceptif à ce discours. Alors, il se fait l'écho de ce ressenti des Tunisiens. Vous savez, tous ces pays arabes, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, etc., il y a beaucoup de Noirs. Mais est-ce que vous les voyez comme ambassadeurs? Vous les voyez comme ministres? Vous les voyez comme PDG de banque? Non. Pourquoi? Parce que dès que des jeunes noirs commencent à émerger, on trouve des méthodes pour les sortir du mainstream, du boulevard, pour qu'ils restent dans les sentiers. C'est la même chose au Venezuela. 1/4 de la population au Venezuela est noire. Mais combien de Noirs vénézuéliens voyez-vous dans des hauts postes? La même chose au Brésil. C'est pourquoi je dis, il est grand temps que nous cessions d'être naïfs. Quand les Blancs nous prennent pour de grands enfants, quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont vraiment pas tort. Le président tunisien enverrait son ministre des Affaires étrangères dans une dizaine de pays africains, aujourd'hui ou demain, pour dire non, j'ai été mal compris, mais vous verrez comment il sera reçu. Il sera reçu à l'aéroport par son homologue ministre des Affaires étrangères, il sera reçu par le chef de l'État. Il fera un discours pour dire que c'était un malentendu, c'est réglé. Et nous allons... Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'il dit, le ministre des Affaires étrangères? C'est ce qu'il dit déjà. Il dit que l'Union africaine n'a pas compris la situation. Voilà. Il a rejeté d'ailleurs des accusations sans fondement et a regretté une confusion injustifiée
et incompréhensible entre les migrants légaux et les groupes illégaux qui se livrent au trafic d'êtres humains et exploitent les migrants à des fins criminelles. Dans tous les pays du monde, excepté peut-être l'Érythrée, la Corée du Nord, il y a des immigrés illégaux. Mais on ne les pourchasse pas tous les jours. Et voilà que la Tunisie dit maintenant, il n'y a pas de problème pour ceux qui sont légaux, mais ceux qui ne le sont pas, il faut qu'ils quittent le pays. Il y a une semaine, ce n'était pas le cas. Pourquoi est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc, le gouvernement tunisien réagit à la condamnation de l'Union africaine. Ça va s'arrêter là. Il n'y aura rien d'autre. Quelquefois, nous regrettons la période révolutionnaire ici de 83 à 87 à cause de situations de ce genre. Si nous étions en révolution, la délégation burkinabé à la CEDEAO ou à l'Union africaine allait poser le problème officiellement. Officiellement. Pas pour se singulariser, mais pour dire il est temps qu'on nous respecte. C'est tout. Mais tant que nous ne le faisons pas, il n'y a pas de raison que les autres ne continuent pas. Et quand je dis que le ministre des Affaires étrangères tunisien pourrait venir, il sera bien reçu, et après on dira l'incident est clos. L'incident est clos pour nous, mais pour eux, l'incident n'est pas clos. Ils diront, on les a blagués, comme on dit au quartier, maintenant ça y est, ils ont tourné la page, nous on peut redevenir comme on est. C'est tout. C'est ça le drame chez nous. Et pendant la Révolution, encore une fois, excusez-moi de le ressouligner, quand il y avait des rencontres internationales, quand la délégation du Burkina n'avait pas pris la parole, il restait encore quelque chose à dire. Voilà la différence. Voilà la différence. Oui, je vois Vara. Oui, maintenant, quand on regarde aussi en même temps, on sait que lorsqu'on parle de la Tunisie, pour beaucoup de personnes qui font le voyage, c'est pas pour rester, hein. Il y a beaucoup, c'est le passage vers l'Europe. C'est aussi l'échec de nos dirigeants qui font qu'une bonne partie de notre jeunesse est sur le couloir de la mort, est en train de partir. Est-ce que ceux-là, ils sont légitimes pour dire à l'autre, écoute, tu ne traites pas mes gens comme ça, si vous-même, dans votre gestion, les avez obligés à partir? Dans chacun de nos pays, est-ce qu'il y a eu une rencontre inclusive de ce qu'on appelle les forces vives pour discuter de cette question, de l'immigration illégale, donc de l'émigration illégale? Combien de pays l'ont fait? Combien de fois la CEDEAO, l'Union africaine, ont consacré une session spéciale à la question de l'immigration illégale? On a laissé Kadhafi s'occuper de cette affaire, et il a fait un marchandage avec l'Italie et avec d'autres pays européens. Pourquoi pas? Encore une fois, les Noirs sont une marchandise. Les chefs d'État africains noirs voient ce qui se passe en Libye, ce qui se passait et continue de se passer. Les Noirs sont du bétail que l'on vend. Que l'on vend. On vient, on les observe comme au temps de l'esclavage, et celui-là donne son prix et l'achète. Comme violente, comme torture. Et aucun chef d'État africain ne s'insurge contre cela. Alors, encore une fois, quand les autres nous regardent, c'est une manifestation de ce que nous sommes en vérité. Les colonisations, les intrusions de tout genre, les religions venues d'ailleurs, ont créé en nous la haine de nous-mêmes. Le noir hait le noir. Et quand vous parlez d'unité africaine, on ne fait pas l'unité africaine parce que les chefs d'État n'ont pas pu. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Je reviens encore une fois, excusez-moi de ces anecdotes, mais vous savez qu'à mon âge, on regarde le rétroviseur, on ne regarde pas. Bien sûr. On a besoin de ça pour éclairer. Alors, je me rappelle que un peu avant le 4 août 83 et aux heures suivantes, et quand je dis j'ai eu des discussions avec ça, je ne me mets pas en relief. C'est ce que je sais et que j'ai fait. Je sais que d'autres l'ont fait. Et chacun pourra dire j'ai. Alors j'ai eu des discussions avec Sankara et je lui ai dit il faut qu'on mette l'accent sur l'union. Tout ce que nous faisons. Et s'il faut s'unir tout de suite
Avec la Namibie, pourquoi pas? On me dirait que ce n'est pas un pays voisin. Et alors? La France n'a pas de possession bien loin dans les Caraïbes? La proximité n'est pas une raison. Donc cherchons à nous unir tout de suite, à 2, à 3, à 4. Depuis l'avènement des indépendances, seul le président Nyerere a réussi à faire l'union entre le Tanganyika et Zanzibar. Seul exemple, seul et unique exemple. C'est une honte pour les Africains. Surtout que nous savons très bien que tant que nous resterons des pays épars, même le Nigeria, même l'Afrique du Sud, nous ne compterons pas sur l'échiquier international. Et en extension, quand les Africains disent il nous faut un siège permanent au Conseil de sécurité, pour faire quoi? Et pour représenter qui? L'Afrique. Oui, mais l'Afrique, est-ce que le représentant là-bas va prendre l'avis de 54 chefs d'État avant de prendre une décision au Conseil de sécurité? Soyons sérieux. Oui, c'est injuste qu'il n'y ait que 5 membres permanents. Oui, c'est injuste que l'Afrique n'y soit pas. Mais c'est également injuste que l'Amérique latine n'y soit pas. C'est injuste que l'Asie n'y soit pas, à part la Chine. Alors, pourquoi nous voulons une chose et son contraire, tout le temps? Tout le temps, nous voulons une chose et son contraire. Nous ne faisons rien pour nous unir et aller en force au Conseil de sécurité. Mais on veut qu'on nous donne tout. Ce n'est pas possible. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, il est temps de se réveiller, Africains. Réveillons-nous donc pour bâtir notre union et pour bâtir notre solidarité. Ça sera le propos final de cette session du tribunal de l'actualité qui s'achève. C'est la deuxième sortie, n'est-ce pas, de cette 9e semaine de l'année 2023. Consacré à la situation des Sud-Africains en Tunisie, mais aussi un regard général sur cette Afrique que nous aimons tant, avec le regard de Ismaël Diallo. Il est ancien député, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Il a été également conseiller spécial avec rang d'ambassadeur à la présidence du Faso entre 1992 et 1996. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci de m'avoir convoqué. Ça, c'est une belle convocation. Voilà un convoqué qui est heureux de sa convocation. Merci au juge Favara. Merci à Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée. Hommage à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie. Prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'à tous les malades. Et notons que chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons donc soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.